est parfois incroyable à comprendre. La justice au Cameroun, c'est exactement ce que disait La Fontaine. Selon que vous serez grand, les jugements vous rendront puissants ou noirs. Surtout si vous n'êtes pas puissant. Aussi, dans un crime de sang, d'une rare violence, une jeune fille a été abattue. C'était Lydienne Talba. Elle faisait son BTS. Elle n'avait que 23 ans. Son amant était sous-préfet à la Lokondi. Franck Derlin, Oyono et Banga. C'est son nom. Elle était enceinte. Et Franck Derlin lui a demandé, alors qu'elle était en train de composer, de venir rapidement la voir. Les témoignages de la famille et même de l'entourage parlent quand même du fait qu'il y avait de hautes tensions, de grandes discussions, et que le sous-préfet a demandé à cette jeune femme de se rendre immédiatement chez lui à la maison et qu'elle verra ce qu'il va faire, puisqu'elle gueule loin. Certaines femmes, croyant parfois à des blagues, ou étant convaincues que peut-être elles peuvent convaincre un homme violent de baisser les armes en venant se mettre à genoux ou en voulant dialoguer, ne connaissent malheureusement pas, ne savent malheureusement pas que le Cameroun est l'un des pays où les féminicides sont terriblement élevés, puisque en moyenne, entre 150 voire 300 femmes sont tuées par leurs conjoints chaque année au Cameroun, sans que l'État ne puisse véritablement frapper la main sur la table pour punir les coupables. C'est toujours des petites peines, ou même parfois on trouve des circonstances atténuantes en arguant que c'est un crime passionnel ou alors en utilisant autre chose pour protéger l'homme. Et du coup, les féminicides se poursuivent. D'ailleurs, après cet assassinat, Franck Derlin Oyonebanga avait d'ailleurs continué à dormir calmement dans son hôtel, sans pouvoir être inquiété. Il a fallu qu'un groupe d'avocats se mobilise à travers, bien sûr, Maître Fousse Dominique, qui a créé un dispositif où d'autres avocats se joignent à elle pour parfois défendre des victimes ou même des gens qui sont dépourvus et qui ne peuvent pas s'offrir un avocat. Lydienne Talba, dans la plus grande indifférence, a été en 2020. Le procès a traîné au niveau du tribunal militaire des Boloa. Et finalement, la sentence est tombée. La sentence, avant de tomber, il a fallu batailler, puisque, à la barre, eh bien, le sous-préfet avait prétendu que le coup de feu serait parti par hasard
Parce qu'en recevant son amende, sa dulcinée, c'est à cet instant-là qu'il a trouvé bon de prendre le fusil, de nettoyer son fusil, et curieusement, les balles étaient à l'intérieur, et monsieur le sous-préfet explique que c'est par magie, par inadvertance, qu'il a appuyé sur la gâchette, pas pour une balle, mais plusieurs balles, pour abattre cette jeune fille, sa dulcinée de 23 ans, avec leur enfant, leur bébé, leur. Même le plus naïf, même un bébé de 2 ans, ne peut pas admettre cela. Qu'à cela ne tienne, le tribunal a classé cela dans la rubrique des homicides involontaires. Alors que le gars a bel et bien préparé son coup, prémédité son coup, appelé la femme pour venir avant de réaliser avant de poser son acte macabre. Le tribunal, n'ayant plus d'issue de sortie, a donc fini par accepter que oui, c'est un meurtre. Mais cependant, le verdict, même si certains se réjouissent, m'inquiète. M'inquiète pour le sort réservé à ces hommes violents qui finalement peuvent se dire, ils ne copent de rien. Le sous-préfet n'a eu que 10 ans de prison et 45 millions d'amende. Et ce n'est pas lui qui les paye. C'est avec notre argent. Parce qu'ils disent que comme il était employé par l'administration territoriale, alors qu'il n'était pas en fonction au moment où il commet cet acte-là, l'administration territoriale doit verser cette somme à cette femme, à la famille de la femme, la jeune étudiante abattue. Premièrement, la vie au Cameroun ne coûte que 45 millions de francs CFA. Et c'est l'État qui paye. Peut-être on va même dire que les caisses sont vides. On ne payera donc jamais. D'ailleurs, tout le monde va continuer à le saluer, y compris le régisseur, avec les honneurs. Monsieur le sous-préfet, il pourra aller partout là où il veut, puisqu'il n'a même presque jamais dormi en prison. Il partait faire un petit tour, puis il revenait calmement. Ah oui, pendant ce temps, on n'aura plus cette fille, on n'aura plus cet enfant. Ce n'est pas un assassinat, c'est un double assassinat. C'est un meurtre. Or, déjà, un assassinat est condamné par le code pénal camerounais. Le code pénal camerounais, dans son article, d'ailleurs, 276, dit tout simplement que c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Là, nous nous retrouvons avec un double assassinat. Et on vous dit 10 ans. On vous dit 10 ans. Comment on peut comprendre ça? Bibou Nissa n'avait aucune arme. Professeur Foguet n'avait aucune arme. Ils n'ont tué personne. Comment est-ce qu'on peut comprendre que eux soient condamnés à 7 ans de prison ferme et ils consomment leur prison? Et quelle est l'aggravante? Le code pénal camerounais dit plutôt que c'est une circonstance aggravante lorsqu'on est un fonctionnaire, une autorité. Mais là, c'est devenu plutôt une circonstance atténuante. Donc, code pénal à l'envers. Cette justice est donc misogyne. Au moment où on célèbre la journée internationale de la femme, on aurait pu taper le poing sur la table pour protéger les femmes de la violence des hommes ou de la violence de ceux-là qui aujourd'hui sont des prédateurs, sont des violeurs. On voit comment est-ce qu'on coupe les têtes des femmes, comment on prélève leurs organes.
Et les femmes elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles attendent tout simplement aller soulever le kabangondo. Et quand elles vont soulever le kabangondo, on va les violer, on va les assassiner. Et quand on va arriver avec les bourreaux en prison, ou plutôt en justice, on va dire circonstance atténuante. Pourquoi? Non! Elle a soulevé le kabangondo sans caleçon. Donc, l'homme donc rapidement seulement se servir. Circonstance atténuante. Autre chose, on va trouver une autre morte dans une rigole, circonstance atténuante. Elle a été violée, oui, mais cependant, vous-même vous regardez que la faute c'est à la bière. Parce qu'elle a bu 8 Guinness, quand on a pu constater, et on a constaté qu'elle marchait, donc elle est tombée. Le gars lui aussi, il était excité. À ce moment-là, il est venu monter. Quand il a fini par monter, comme lui aussi il était sous, il a étranglé. Circonstance atténuante. Après, on va vous dire une autre que on l'a tabassée quelque part, et puis elle est morte. On va vous dire que circonstance atténuante, juste parce que, vous savez, le monsieur en question, il ne voulait même pas trop la gifler, il voulait tout simplement la corriger. Ah oui, c'est le prétexte maintenant trouvé au Cameroun. Il faut corriger les gens. On prend les policiers, on prend la DGRE, même les journalistes, on corrige. Et si tu meurs, on dit non, 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 je ne l'ai pas tué. Je l'ai seulement corrigé. Ah oui, c'est la correction. Aujourd'hui, les êtres humains au Cameroun sont devenus des feuilles de dissertation, des feuilles de mathématiques, des feuilles de corriger avec le viol. Les corriger en enfonçant certainement des trucs dans l'anus, des barres de fer. Les corriger en enlevant peut-être la plante des pieds. Les corriger, les assassiner. Oui, et ils ne voulaient pas assassiner, et ils voulaient tout simplement corriger. Toutes ces femmes-là, elles n'ont subi que la correction. Ah oui, mais le souffle fait ne voulait pas corriger. Il voulait tout simplement, parce que tellement il l'aimait, il voulait tout simplement corriger comme on corrige une femme. Et puis elle est morte. Le coup de feu est parti. Ah oui, on voulait tout simplement corriger Martinez Zogo. Vous savez, Amoubelinga Somla, c'est un père de famille. Il est aimant. Et tellement, il a vu que son fils Martinez Zogo, son petit frère, est devenu tellement orgueilleux, est devenu tellement dangereux, est devenu méprisant envers lui, qu'il a pris les services de l'État. Vous voyez, monsieur, vous comprenez, à partir de là, on ne peut pas accuser Amoubelinga de meurtre, d'assassinat. Mais non, monsieur le juge, on ne peut pas. Monsieur Amoubelinga a tout simplement voulu utiliser la chicotte. Monsieur Amoubelinga a seulement voulu corriger Martinez Zogo. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Si cette justice continue ainsi, personne ne sera plus jamais puni pour le meurtre, pour assassinat. Pourtant qu'ils sont écrits en lettres d'or sur notre code pénal. La loi, il faut l'appliquer. La loi, il ne faut pas la jongler. La loi, il ne faut pas la dribbler. La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais on doit l'appliquer. Si on n'a pas pu appliquer la loi sur le cas de cette jeune femme qui ne reviendra plus jamais à ses parents, Lydienne, plus jamais on la verra. Mais on verra cet individu de Flanderlin qui va continuer à assassiner des gens. Flanderlin, Oyono et Banga. Ah, Flanderlin, Oyono. Circonstance atténuante. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'appelle Oyono. Et quand on s'appelle Oyono, ça vous rappelle quoi? Le premier juge qui a placé Amoubelinga en prison en disant oui, Martinez Zogo est mort. Mais ce n'est pas un assassinat. Tout ce monde-là, c'est juste torture par aide. Il s'appelait la sentence rendue vient toujours aussi du sud vers l'autre côté avec cet Oyono qui lui aussi a bénéficié de la même circonstance atténuante. Circonstance atténuante, quand on voit justement l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, on peut commencer à se poser des questions par rapport à la sentence sur les conséquences et surtout les responsabilités attribuées à tout un chacun
dans l'assassinat de Martinez Zogo. J'ai dit, j'étais assis, je vous avais prévenu que tout était conclu. Que l'enquête du juge d'instruction était bouclée. Et puis, avant de voyager, parce que c'était une étape de ma vie, je me suis assis pour faire les dossiers noirs du samedi dans la nuit de jeudi. Les dossiers noirs du samedi soir étaient donc une vidéo déjà enregistrée, mais que d'aucuns avaient réussi à regarder en direct dans la nuit de jeudi au matin de vendredi à 2 h du matin. Puis je suis parti. Parti parce que je m'étais dit, une première partie de ma mission était accomplie. Je savais que malgré les danses qu'on nous montrait, malgré le fait qu'une fois de plus l'homme-là ait apprêté ses effets, qu'il devait déjà partir, qu'il devait sortir, eh bien, je savais qu'ils vont rester là-bas. Je ne suis pas un prophète. J'ai juste, et dans mes enquêtes, j'ai des sources. Je me suis assis ici, avec cette tenue claire, pour rappeler le départ de cette affaire. Affaire Martinez Zogo. Qui eût cru à moi lorsque 2 semaines avant, j'étais venu donner l'alerte ici, qu'on allait assassiner Martinez Zogo. J'avais d'ailleurs décrit toutes les circonstances et toutes les méthodes qu'ils allaient appliquer. 4 jours avant, j'étais revenu avec la même tenue, m'asseoir. Certes, ce n'est pas le même costume, mais c'est la même couleur. C'est un code. Un code de cette relation que j'ai entretenue avec Martinez, qui était mon plus proche collaborateur. Je n'avais pas besoin de parler. Il comprenait les couleurs que j'arborais. Et il savait que quand je venais faire le coup franc ou l'émission, quand il me voyait dans cette tenue, dans cette couleur, qu'on devait s'enfuir, qu'on devait partir après l'émission hors de Yaoundé. Et du coup, on faisait diversion. Je pouvais arriver avec la voiture et le chauffeur, qui n'était au courant de rien, le laisser. Pendant ce temps, Martinez Zogo a déjà pris un autre taxi où finalement j'allais monter pour aller ailleurs, peut-être une semaine, voire 2 semaines. Et pendant ce temps, je ne faisais des émissions que par téléphone. Martinez Zogo m'accompagnait. Lorsque j'ai mis cette tenue pour m'adresser à lui, c'était pour lui dire de partir. Ayant constaté qu'il n'était pas parti, je l'avais appelé. Je lui ai dit ce qui allait lui arriver. Il m'a dit, oui, chef, je t'ai vu dans la tenue, mais tu sais que j'ai des responsabilités. Je vais partir. Mais je crois que je vais trouver la sécurité. J'irai voir Mbargangele. Je m'entends bien avec le pater là.
C'est pourquoi, 4 jours avant son assassinat, j'avais dit qu'il ne comptait pas sur la protection de qui que ce soit. Le volume sera bas. Mais je voudrais juste, pour ceux qui n'avaient pas suivi, ce sera bas, parce que je n'ai pas branché de l'autre côté, avec cette année. Vous savez, j'avais déjà donné le nom. Je peux donner notre vidéo. Et je donnerai encore d'autres vidéos sur l'assassinat de Martinez, comment j'avais dit, comment j'avais prédit. Aujourd'hui, certaines décisions sont tombées. Le juge d'instruction a rendu son ordonnance. Et dans cette ordonnance, on peut constater que ce que je vous avais dit était la réalité. Première des choses, j'avais passé le temps à vous dire qu'une Prado avait été louée à Douala. Pendant ce temps, c'est là qui vous disait que Martinez était en train de boire le matango, était en train de danser la siko avec les ngo. Et comme on l'a eu à Mokolo, ce sont ceux-là qui sont vous dire, qui ont aussi dit que on l'a enlevé avec la Pajero. Ce qui était complètement faux. Il a fallu que le juge Ndié arrive. C'est quand le juge Ndié Pierrot arrive qu'il prend dans ma piste. La piste de ce qu'on appelle les éléments clés. Les pièces à conviction. Quel véhicule a enlevé Martinez Zogo? Eh bien, finalement, c'est là où on découvre que c'était effectivement. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de commando. Vous avez pu peut-être voir comment, depuis un certain temps, des gens ont essayé de faire mousser l'affaire de 2 commandos. Mais puisque j'ai d'abord laissé, sans commenter, également aussi ce que le juge a eu à faire comme conclusion. Mais cependant, ce qu'il faut remarquer dans cette affaire, c'est que vous avez pu constater que le juge d'instruction cite le réquisitoire du commissaire du gouvernement. Ce qui n'est pas normal. C'est lui qui mène l'enquête. Il n'est pas obligé de reprendre le réquisitoire du commissaire du gouvernement. Mais on comprend rapidement lorsqu'on voit quand est-ce que les réquisitoires sont faits. Les réquisitoires ont été faits et c'est moi qui étais le premier à venir vous annoncer que voici les réquisitoires qui sont faits. Je vous ai annoncé ça
4 jours avant que les réquisitoires sont faits. Et voilà tel. Je suis venu vous annoncer. Les réquisitoires, tels que le juge et tels que nous voyons, sont signés le 29. Le 29 février. Et l'ordonnance est signée le même jour, le 29. Ça veut dire quoi? Le juge d'instruction n'a pas eu le temps de rédiger tout ça, de lire, de prendre des décisions, parce qu'il était sous pression et a bien voulu démontrer que vous voyez, les voilà. Et ces pressions étaient énormes par la désinformation, l'intoxication. Vous vous rappelez que le 1er décembre 2023, il y a une ordonnance qui a été rendue par Sikati Gombo pour la liberté des deux concernés dans l'affaire, c'est-à-dire ceux qui étaient les chenilles ouvrières ou qui sont, à savoir les hommes des hommes là. Et puis, Ekweko. Comment pouvait-il se précipiter ainsi? Et on vous a donc dit que c'est Paul Biya qui avait donné l'instruction, libérez-les. Ekweko ne connaît rien. Zomlo ne connaît rien. Oh non, on a monté ceci, on a monté cela. Bon, comme Paul Biya avait donc donné l'ordre, libérez Amgoubelinga. Bim! Coupure Internet. La communication n'est plus passée. Le régisseur ne pouvait plus. Et même le ministre de la Défense lui-même n'était pas au courant. Quand le courant est revenu donc, selon les grands enquêteurs, hein, criminologues, sociologues de Facebook, avec le coefficient intellectuel le plus fort du monde, ils vous ont dit que Paul Biya donc avait déjà décidé, sauf que quand Paul Biya le lendemain se réveille que Edéon est revenu. Paul Biya prend le stylo pour signer. L'encre est finie. Paul Biya ne peut plus signer. Alors que Ekweko avait déjà fait sa valise. Alors que le Somlo avait déjà... Merde. Qu'est-ce qu'il faut faire? On envoie maintenant chercher les stylos. Et on se rend compte que c'est Ngongo qui a volé tous les stylos. On vous a dit, Ngongo a volé les stylos. Paul Biya va donc faire comment? Puisqu'il a décidé que Ambre Belinga et Ekweko ne savent rien, libérez-les. C'est ça qu'on vous a dit, non? Paul Biya prend donc la résolution que, bon, cette fois-ci, je vais appeler Charles Ndongo. Quand Paul Biya se met à appeler Charles Ndongo, allô Charles, je veux qu'on libère, je veux qu'on libère. Blum! Voilà Chantal Biya qui arrive. Chantal Biya commence à chanter Joyeux anniversaire. Paul Biya dit, Paul Biya a rapproché le téléphone. Chantal Biya a commencé à lui dire que souffle. Belinga reste encore en prison. Paul Biya oublie. Paul Biya se réveille encore. 3 jours plus tard. On lui dit, est-ce que tu sais que ton fils qui t'a conçu le monument et qui était en train de te construire la discothèque pour que tu ailles danser, et il a aussi conçu la bibliothèque pour que tu ailles apprendre les grandes leçons comme lui-même il a eu à apprendre à l'université de soi. Est-ce que tu sais qu'il est tué à Konegi? Il dit quoi? Appelez-moi mon Ayolo. Bon, on ne dialogue pas. Paul Biya dit donc, je vous ai dit que les gens ne connaissent rien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Mon Ayolo veut donc foncer pour aller au niveau de Konegi. Lui-même se servir de ça. Il arrive à la clôture de la présidence. Brrr, les pneus de la roue s'éclatent. Il doit appeler par son téléphone batterie. C'est la batterie, on dit la batterie est faible. Bref. Voilà le genre d'histoire que vous aimez. On vous fait rêver des choses qui n'existent pas. La science-fiction. Quand on fait une enquête, je vous ai
arriver. Je ne viens pas inventer des noms, je ne viens pas inventer des scénarios, et je ne viens pas inventer des déclarations que les autres n'ont jamais eu à faire. On vous a dit que Danoué a dit que Amour ne connaît rien. Que Eko ne connaît rien. Que c'est Ngongo qui l'a envoyé. Vous avez pu voir l'ordonnance. Est-ce que vous avez découvert tout ça? Aujourd'hui, je vous avais dit, la réalité finira par se rencontrer avec la vérité. Et c'est là où vous allez nous juger. Je fais ce travail depuis 3 décennies. Mon intégrité, ma moralité ne me permettent pas d'aller jouer le Ndjangi sur la vie de quelqu'un, sur le sang. Ma moralité, mon intégrité ne me permettent pas d'accuser un innocent qui n'a rien fait. Parce que je sais que demain, l'affaire Martinez-Zogo, aujourd'hui, les mêmes gens vous donnent 1500 versions. De telle sorte qu'ils découvrent aujourd'hui que c'est une affaire de coup d'État au sommet et que finalement, c'est ça que Sikati Gombo a découvert. Mais si Sikati Gombo a donc découvert, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas jusqu'à présent donné des éléments? Yad, n'étais-je pas le premier à vous parler justement du fait que le Zomlo des Zomlo était en action avec les mercenaires de Wagner? Et Touadéra, vous-même vous avez découvert que je disais la vérité lorsque Tchungang est venu pour raconter les mêmes choses en disant que Danoué connaît Amour Belinga depuis fort longtemps parce qu'il donnait des informations top secrets d'État à Touadéra sur les frontières du Cameroun. Et je vous avais d'ailleurs parlé des amis de Zomlo qui étaient déjà impliqués dans le coup d'État en Guinée équatoriale et qui voulaient déstabiliser le Congo. Si donc leurs griots, ceux qui sont là matin, midi, soir pour écrire pour eux, reviennent vous dire que Martinez-Zogo a été victime d'un groupuscule qui devait faire le coup d'État. En fait, qui devait faire le coup d'État? Qui devait donc faire le coup d'État? Vous comprenez le groupe qui peut être impliqué et qui rêve d'accéder à la magistrature suprême. On pose toujours la question du mobile du meurtre. Pourquoi on assassine? On ne se lève pas et on va assassiner. Non. Il faut que vous ayez des antécédents avec quelqu'un. Il faut que vous ayez peur de quelqu'un qui peut vous dénoncer par rapport à ce que vous faites. Qui avait peur de Martinez-Zogo? Qui Martinez-Zogo dénonçait? Passons. Regardons tout simplement l'ordonnance d'un juge qui vient nous donner raison. Quand j'ai dit dès le début de l'enquête que Bidjama gauche, Bidjama gauche, quand j'ai dit dès le début qu'il devrait être arrêté, et ils nous ont dit que non, il n'a rien à voir dans l'assassinat de Martinez-Zogo, qui n'a même jamais été cité, s'il a été blanchi, oh ceci et cela. Bon, vous avez pu lire. Vous avez pu constater aussi le comportement de Maître Tchunga. Pourquoi s'agite-t-il? Pourquoi les autres sont-ils tranquilles? De quoi a-t-il peur? L'avocat du Zomlo des Zomlo s'est déplacé et être fait, animé par Boni Philippe. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Une émission de Kilaf.
ou celui la méga star cherche à nous faire comprendre des choses, engage le procès, montre que son client n'a rien à faire, piétinant les lois du Cameroun, piétinant la procédure. Et pourquoi cela? Parce que justement, ils ont été pris de court. Ils ont été pris de court comment? Les hommes-là des hommes-là, après avoir corrompu les Berlinga Serler, les Oyonebesa et consorts, étaient convaincus que leurs indices du tribunal militaire allaient faire l'affaire. Il se disait que dès que le juge va prendre l'ordonnance, ils vont attaquer ça. Et pour bien évidemment attaquer, ils allaient arriver à une conclusion que la procédure est viciée, ils vont faire affaire à ceci et cela. Mais le juge a retardé. Le juge a retardé jusqu'au dernier jour. Il ne voulait rien rendre. Parce qu'il s'est rendu compte que dans tout son entourage, tout le monde avait déjà été acheté. Beaucoup de pièces n'ont même pas été versées parce que dès que c'était versé, eh bien, c'était entre les mains de Tchungang, à Moubelinga. Ce qui veut vous dire là qu'il veut un procès public, c'est parce qu'il sait que je vous avais déjà. Il a refusé cela. Mais comme d'habitude, comme quand il voulait faire sortir la dépouille de Martinez Sissoko pour aller rapidement enterrer, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont échoué, parce que je suis venu ici, j'ai dit à la famille, zéro. La dépouille ne bouge pas, sinon c'est terminé l'affaire, et après ils vont même nier. La preuve, c'est qu'ils étaient déjà même en train de dire que ce n'était pas Martinez Sissoko. Malgré les tests ADN, malgré l'autopsie, ils ont commencé à dire sur Facebook que ce n'était pas la dépouille de Martinez Sissoko. Mais dès qu'ils ont vu qu'ils ont échoué, Tchungang a couru pour venir dire que non, nous ne voulons pas que le corps soit enterré. Alors que c'est eux qui démarchaient pour que le corps soit enterré le plus vite possible. Cette fois-ci, il faut savoir que depuis que Zonlo est arrêté, qui a vu sa photo? Nulle part. Parce qu'il paye cher. Les gardiens de prison, ils payent cher, même au tribunal militaire, pour que personne ne le filme. En prison, il fait confisquer tous les téléphones. S'il constate tout simplement que le téléphone tente, il a des espions un peu partout. Parce qu'il tient à son image. C'est pour cela qu'on ne l'a jamais vu. Il ne veut pas l'humiliation. Ils ont fait des négociations pour que ce procès ne se tienne pas de façon publique. Mais comme ils se rendent à l'évidence que le procès sera public, ils font donc semblant de venir dire que non, nous voulons que le procès soit public. Mais non. Vous avez passé tout le temps, et vous passez votre temps à faire que on ne doit pas filmer ce homme-là. On ne doit pas le voir. Et c'est vous qui voulez un procès public avec un homme-là qui voulait être président, mais qui sera confronté à d'autres juges, à d'autres avocats. C'est pour vous embrouiller, pour vous dire qu'ils n'ont rien à cacher, alors qu'ils ont beaucoup de choses à cacher. Beaucoup de choses à cacher parce qu'ils ont voulu mettre la pression sur Ndié Pirot. Ils voulaient absolument des éléments. Et ils lui ont proposé beaucoup d'argent. Mais Ndié Pirot n'a pas voulu détruire sa carrière. Mais en même temps, sur l'ordonnance, comme vous avez vu, Ndié Pirot a mis des sorties, des subterfuges pour ne pas mettre sa propre vie en danger. Parce qu'il connaît déjà que ce clan est très, très dangereux. Est très dangereux. Mais cependant, il a fait juste une chose. Et c'est ça qui les énerve. Parce que Tchungang est parti tchouquer le homme-là. Il a encore pris des milliards là-bas ou bien 1 milliard là-bas, selon nos informations, disant qu'il devait voir Pirot, Ndié, le juge. Pour que d'abord, le juge puisse aussi arriver à la même conclusion que Sikati Gombo, qu'il n'a rien à voir, et en plus, qu'il retire tous les éléments qu'il peut avoir du dossier. Il en a tenté des coups et des coups. Ndié n'a pas cédé.
Et voilà comment ils étaient dans la panique. Et quand ils demandent à Ndié, mais finalement, tu fais ton ordonnance quand? Il dit, je ne suis pas pressé. Et du coup, ils étaient donc convaincus que le 4, c'est-à-dire lundi, le 4 février, justement, le mandat de dépôt d'Amougou arrivait à expiration. Et ils savaient que ce mandat, même si le juge d'instruction avait des possibilités de pouvoir prolonger, qu'au niveau de leurs informations, c'était impossible. Donc, à partir de là, ils allaient attaquer. Mais entre-temps, Sindié rendait justement une ordonnance, prenait une ordonnance avant le temps. Ils auraient attaqué et on serait entré avec des Tchungans qui allaient courir à gauche et à droite. Parce qu'au niveau du tribunal militaire, tout le monde est dans sa poche. Dieu a fait une ordonnance qui ne peut pas être parfaite. Parce qu'il a voulu démontrer aux Camerounais, au monde entier, que, écoutez, dans cette affaire, je ne vais pas perdre ma tête. Je ne vais pas laisser ma tête. Je me lave les mains. Il a fait du bon spilatisme. Et il a dit, débrouillez-vous. Mais entre-temps, par rapport à ce que j'ai, voilà votre part là-bas. La preuve, c'est que lorsqu'on voit certaines charges, et surtout lorsqu'on voit les accusations y étant retenues, on peut se poser des questions, surtout lorsqu'on parle de l'assassinat. On parle de l'assassinat. Vous allez vous rendre compte que certains sont accusés d'assassinat et d'autres sont accusés de torture. Ce qui n'est pas possible dans le code pénal. Il y a l'unicité. C'est l'unicité. Vous ne pouvez pas dire que dans le même groupe, celui-ci est accusé de ceci. Puisque, à la fin, il y a eu quoi? Il y a eu mordant. Il y a eu mordant. Certes, il y a eu torture au départ, mais à la fin, il y a mort. Martinez Zogo a été assassiné. Et comme je vous le disais, c'était avec la DGRE. Dans l'ordonnance que nous allons lire, je voudrais que chacun d'entre vous, même s'il a lu, qu'il remette encore l'oreille et qu'il comprenne comment est-ce que le juge a eu à nous expliquer tout. Et parmi ces premières explications, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu deux commandos, mais un même commando dirigé par Justin Danoué et qui, justement, a mené les opérations. Toutes les opérations. Le reste, on ne peut pas dire que c'était les mêmes voitures au départ, les mêmes individus au départ, les mêmes individus à la fin. Martinez Zogo a donc subi un certain nombre de choses que le juge nous révèle. Nous révèle. Mais moi, si vous avez suivi mes émissions, c'est exactement la même chose que je vous avais dit depuis. Puisque l'ordonnance est là, nous allons donc commencer d'abord à le lire, puis à voir les pièges, puis à regarder aussi les peines encourues.